Voilà. Et bon, c'est lancé. Voilà, donc c'est enregistré. Ça s'enregistre, on va dire, hein. Il faut demander à tout le monde de fermer ses micros, sauf nous trois. D'accord. Et vous les voyez là? On voit les gens, oui. Je reconnais même des visages où j'hallucine, où j'ai déjà vu. Oui, oui, tu en as déjà vu, oui. Donc il faut que tout le monde ferme son micro, sauf Janine, toi et moi. Et quand ils veulent parler, euh, ils ouvrent le micro. Ah, oui, là, bah. Ça va? Voilà, donc, ok. Bon, donc on va commencer. Ah, il y a encore quelqu'un qui arrive. Oui, bonjour, entrez. Bonjour. Un affichage. Oui, Ici, parfois, on peut mettre un intervenant. oui, Et voilà. Et comme ça, on a ceux qui parlent et ceux qui entendent. ouais, C'est d'accord. plus agréable. Ok. Bon, voilà, c'était un petit peu laborieux, mais on va pouvoir y aller. Bon, donc bienvenue à tout le monde. Donc, nous avons eu une discussion récemment, Janine Altugno, Régine Ventrater et moi-même, où je leur disais, donc j'ai rien préparé, donc j'improvise totalement, hein. Je leur disais à quel point je parle beaucoup d'elles pendant la formation aux cliniques du psychotraumatisme de Chapelle-Auchamp, et on travaille leurs écrits aussi. Et comme souvent, je me dis c'est trop dommage de ne pas les avoir d'une manière ou d'une autre avec nous. Et donc j'ai proposé à Janine et Régine un petit entretien comme ça. Et elles ont gentiment accepté de le faire. Donc, il est question de parler de leurs travaux, de leurs élaborations, autour évidemment de la question du traumatisme psychique et de la façon que l'on peut avoir de s'en sortir, plus ou moins. Donc voilà, donc je vais demander, alors, je vais les présenter rapidement quand même. Donc Janine Altugnon est essayiste, elle a été enseignante d'allemand. Elle a été l'harmonisatrice de la traduction des œuvres complètes de Sigmund Freud, dirigée par l'équipe de Jean Laplanche. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur la question du traumatisme, sur la question de la traduction. Euh, et elle a participé à beaucoup de colloques que nous avons organisés sur le traumatisme. Elle a participé à beaucoup de choses, hein. Elle a été invitée dans de nombreux endroits, Janine, et elle a participé aux colloques qu'on a organisés sur le traumatisme à Saint-Denis et à Bruxelles, et plusieurs de ses écrits ont été publiés dans nos ouvrages. Janine, je la connais depuis un petit moment maintenant, et Régine Ventrater aussi, qui est actuellement psychanalyste, groupaliste, thérapeute psychanalytique et de couple et de famille et de groupe. Et anciennement maîtresse de conférence de l'université Paris 7, Denis Diderot, qui a elle aussi une production écrite très importante. Elle a écrit un livre très intéressant, comment sortir, enfin, sortir du génocide, et bon, beaucoup d'autres écrits, hein. Donc voilà, et Janine et Régine se connaissent très bien elles-mêmes.
Elles échangent ensemble depuis très longtemps. Et je trouve toujours très enrichissant de pouvoir discuter avec elles. Et je me suis dit que ce serait très important que vous puissiez à nouveau, hein, bénéficier de ce qu'elles pourront nous transmettre. Donc voilà, donc Janine, Régine, on s'est dit qu'on allait commencer comme ça, faire un entretien sans préparation, mais un échange entre vous deux et avec moi, et avec les gens de l'auditoire qui auront envie d'intervenir, de poser des questions ou autre. D'accord? Oui, oui. Bon, voilà. Du coup, on va commencer. Après Oui, Donc, comment est-ce qu'on commence? On avait dit qu'on allait s'intéresser déjà au travail du traumatisme et de l'importance de l'autre. Est-ce que déjà, Janine et Régine, vous pourriez présenter de manière synthétique, on va dire, euh, votre élaboration autour de cette thématique-là et avec un petit historique? bon, ben, je vais commencer alors. Ouais. Euh, Moi, je me suis surtout intéressée au traumatisme, à l'héritage traumatique, après, euh, quand on est descendant d'un génocide. Alors, Et- Janine, pardon. Janine, ton ordinateur est sur tes genoux? Comment? Ton ordinateur est sur tes genoux? Oui? Alors, essaie de le mettre sur une table. Ah Parce bon, que bah, là, parce que quand tu bouges, on n'entend rien. ah bon, bon alors d'accord. Je sais parce que D'accord, ça s'est déjà passé. d'accord, alors attends. Ça va mieux comme ça? Très bien. Parfait. D'accord. Bon, alors je disais que moi, je me suis surtout intéressée euh, à l'héritage traumatique des descendants de crimes de masse, évidemment plus spécialement, disons, du génocide arménien de 1915, puisque je suis d'origine arménienne née à Paris, mais les mêmes choses sont valables pour la Shoah, bien évidemment. Je travaille souvent avec des gens qui ont cet héritage-là, et bien évidemment aussi le Rwanda, etc. Alors, le rapport au tiers, puisque c'est ça que tu voudrais qu'on aborde, c'est que lorsque on est né de parents qui ont survécu à ces catastrophes, ils ont survécu à la perte de leur culture, à la perte des repères euh, où ils vivaient, c'est-à-dire à perte de territoire et de culture de référence symbolique. Et c'est cette perte-là dont on hérite surtout. Donc il s'agit, à mon sens, en priorité, de s'inscrire dans ce monde où on a débarqué, dans ce monde de la survie, c'est-à-dire dans la culture de l'autre ou dans la langue de l'autre, ce qui évidemment prend un grand... Ce ne se fait pas du jour au lendemain, il se fait par l'acculturation. Et une fois qu'on a pu retrouver des repères de traduction de son propre trauma dans la culture de l'autre, à ce moment-là, je ne dirais pas qu'on sort du traumatisme, puisque tu as employé cette expression, mais on peut, dans ce nouveau terreau où on s'est inscrit, se fabriquer des sortes de béquilles qui permettraient de développer des pulsions de vie. Bon, ça serait ma première présentation. Alors, donc, je passe la parole à Régine. Merci Janine. Ben, pour enchaîner, moi aussi, alors moi, je suis fille d'enfants cachés, enfin de jeunes filles cachées et de quelqu'un qui est le seul survivant de sa famille
de la Shoah, mais il est bien évidemment que moi aussi j'étais en position d'héritière de ce traumatisme, mais j'ai commencé mon travail par le recueil, autour du témoignage, moi plus spécifiquement par les recueils, la vie a fait ça, on m'a demandé les recueils de témoignages de survivants de la Shoah, puisqu'il y en a encore, c'est la différence, ça s'est produit pendant la guerre de 39-45, enfin. Et donc, il y a encore des gens, ils sont de moins en moins, les derniers disparaissent. Et donc, moi, j'ai abordé cette question peut-être parce que mon père, qui était, lui, détenteur d'un savoir, il n'avait pas été déporté, mais toute sa famille a été tuée sur place dans ce qu'on appelle la Shoah par balle. Mon père ne parlait pas, mais c'était omniprésent. Donc j'avais des vagues traces, des vagues bribes. Et donc je suis allée, moi, le trajet que j'ai fait, c'est que je suis allée inconsciemment, on m'a demandé, mais j'ai compris après, évidemment c'est toujours dans l'après-coup, que j'allais chercher chez les autres, d'autres, mais des témoignages, des paroles qui ne m'avaient pas été dites dans ma famille, bien qu'il y avait une omniprésence d'un silence, de la perte, du deuil, mais en même temps, il n'y avait rien. Et ça m'a, comme Janine, évidemment, contrairement à ce qu'on pense, où on pense que les gens sont refermés sur leur histoire, leur génocide, c'est pas vrai. Ça permet au contraire, dans la spécificité du cas qui nous est proche ou qui nous intéresse, de s'ouvrir justement. Alors pour moi, ça a été en amont, puisque le génocide des Arméniens a eu lieu, comme Janine l'a rappelé, bien avant, 1915, et aussi en aval, puisque j'ai été amenée par les circonstances, par mon intérêt, par le fait qu'aussi je suis citoyenne, à travailler et à rencontrer des survivants du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, si vous voulez, à partir de la Shoah, je suis remontée un peu et je suis redescendue. Et malheureusement, et c'est pas pour faire c'est pas exhaustif parce que il y en a beaucoup et malheureusement, pas l'impression que ça s'arrête. Donc voilà, moi mon trajet a été comme ça, c'est-à-dire partir du témoignage, mais évidemment je me suis intéressée, et en tant qu'analyste, à la transmission et en tant que thérapeute familial, à ce qui se transmet de ce traumatisme d'une génération ou de 2 générations d'avant et comment ça chemine, ce que ça vient créer. Et ces traces-là m'intéressent beaucoup. Il est évident que mon écoute, je ne rencontre pas que des gens qui sont survivants, qui appartiennent à des familles frappées par le génocide ou le meurtre de masse, Dieu merci. Mais cette attention aux traces, à la transmission, à la façon dont quelque chose se transmet implicitement ou explicitement, à la façon dont le traumatisme est toujours dans le trop ou le trop peu, parce qu'on rencontre en gros des gens qui disent « j'ai été abreuvé de récits » et d'autres qui disent « je n'ai rien eu », mais ça crée les mêmes effets, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne mesure pour transmettre le traumatisme, mais comment peut-il être élaboré, traité, etc. Et là-dessus, comment j'ai rencontré Janine, ben, on s'est trouvé, je connaissais ses écrits, mais on s'est trouvé évidemment de façon presque organique dans des forums, dans des colloques, dans des réunions où on était les spécialistes, j'aime bien, spécialistes du génocide, mais on s'est retrouvés et on s'est très bien trouvés et on est devenus amis, mais la pensée convergeait. Et Janine dit toujours, je ne suis pas psychanalyste, et je lui dis toujours qu'elle l'est plus que moi, qui est le papier comme quoi je suis psychanalyste, mais on s'est retrouvés et moi j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup servi son idée, où elle m'a précédé dans ses écrits aussi, du tiers de la culture et du tiers. Mais je voudrais dire quelque chose. Quand Janine dit la culture, l'acculturation, etc., moi j'insiste beaucoup sur la spécificité d'un génocide, parce qu'on peut dire, on met souvent tout dans le même sac, les exilés et les migrants, c'est des choses tout à fait terribles, il ne s'agit pas de faire des échelles de souffrance. Mais dans le cas d'un génocide, il y a une atteinte symbolique et une volonté, quelquefois presque réussie, de détruire la culture dont ces gens sont issus.
Alors que dans les migrations, alors souvent les gens ont migré, évidemment, comme les parents de Janine, comme mes grands-parents maternels et comme mon père. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Comme on a une tendance maintenant à tout mettre dans tout, il faut quand même préciser la spécificité d'un génocide où sont visés les individus et toutes les structures groupales qui les constituent. Et donc, quand ces gens ont perdu, ils ont perdu tout ce que KS appelle les référents, les méta, allez Janine, j'ai oublié le nom, les méta, les garants, bon, il y a le nom m'échappe, je vous le retrouverai, et en même temps qu'ils ont Tu peux dire en mots simples, Régine, alors? Les garants, c'est-à-dire? les garants, c'est-à-dire qu'un individu seul ben, n'existe pas et qu'une culture, qu'il a son groupe d'origine, puis un groupe plus large, puis les croyances, puis la culture, et puis le... Or, c'est tout ça qui a été atteint. Ça, ce sont des garants sur lesquels le sujet individuel et son groupe, sa famille, peuvent s'adosser. Or, dans le cas d'un génocide, c'est ça qui est visé aussi. Il s'agit de faire disparaître de l'humanité et de la surface de la Terre et la trace même de ça. Et quand Janine dit, quand ils ont retrouvé dans une culture, d'abord ils n'ont jamais totalement retrouvé, mais je tiens à dire que c'est différent, parce que souvent j'ai entendu des personnes qui me disent, mais en quoi c'est différent de migrants, d'exil, etc. C'est différent. Je ne fais pas d'échelle de souffrance, hein, on n'est pas là-dedans. Mais symboliquement, c'est différent, parce que quelquefois un migrant, il quitte, il laisse au pays, quelquefois il n'a pas le choix, il est persécuté ou économique, mais sa culture d'origine, elle existe. Tandis que pour les groupes visés par le génocide, ce qui est visé, c'est l'individu et le groupe. Et tout ce qui est, c'est garant, je vais aller regarder le terme de KS parce que j'ai un trou de mémoire, mais ce que KS dit, on ne peut pas penser un sujet sans penser la façon dont son groupe, et lui-même, sa famille et les groupes plus larges, c'est comme des poupées russes, s'appuient sur ces garants sociétaux et humains. Et dans le cas d'un génocide, c'est ça qu'on vise en même temps. Voilà, je vais chercher le mot parce que ça m'énerve. Ok. Janine, en attendant, est-ce que Oui. tu peux nous raconter, nous dire un petit peu ce que tu entends par cette importance du tiers, de la réception de la culture, de la langue d'un autre, hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, ce qu'on a oublié de dire, enfin ce que j'ai oublié de dire évidemment, c'est que mon parcours s'est fait au moyen de nombreuses années d'analyse et que c'est la raison pour laquelle mes écrits sont en fait une forme de témoignage par rapport au témoignage dont parlait Régine. Ce dont j'essaye de témoigner dans mes écrits, c'est comment un héritier peut traduire dans la culture étrangère à son origine, mais la seule culture dont il dispose, parce que la sienne, avec tous ses référents, ont disparu et ont disparu par la volonté de les faire disparaître. Comment un héritier peut traduire dans cette culture nouvelle qu'il a à acquérir par l'école et je dirais aussi par la psychanalyse, quelque chose qu'il perçoit mais qui n'est pas verbalisé. Régine faisait allusion à ça. C'est-à-dire ce qu'on perçoit, c'est l'angoisse finalement qui laisse des traces dans la vie quotidienne des parents, l'angoisse des destructions, des malheurs, des persécutions auxquelles ils ont survécu. On le perçoit dans les gestes, dans la façon de gérer la vie, dans cette espèce d'acharnement à travailler pour créer de la sécurité alors qu'on a été complètement abandonné au meurtre de l'autre. Et c'est ça qu'il s'agit donc, si vous voulez, d'inscrire, de traduire dans une langue et une culture
qui sont censés ne pas avoir connu cela. Alors évidemment, pour reprendre la différence qu'établissait Régine, lorsqu'on fait ce travail avec les autres, on rencontre évidemment des traumatismes analogues. Mais ce qui spécifie celui dont on provient, c'est qu'elle n'a pas de langue pour s'exprimer. Elle n'a pas de langue parce que les référents de cette langue ont été perdus. Je prends pour mon cas, par exemple, l'arménien ou le turc, puisque mes parents étaient turcophones. Et en ce qui concerne l'arménien, les survivants, très souvent, n'ont pas eu le temps de se scolariser. Donc c'est une langue qui n'exprime pas les affects, qui n'exprime pas la pensée. Et donc si elle n'exprime pas la pensée, c'est qu'il n'y a pas de pensée. Il y a surtout l'héritage d'une immense peur d'avoir pu enfin rester vivant. Donc c'est ce que reçoit l'enfant et que au cours de sa scolarisation, de son acculturation, de son désir évidemment de transmettre la vérité dont il est issu, c'est ça qui fait qu'il essaye de mettre dans ses écrits, enfin, ce que j'ai essayé d'écrire. Alors, C'est clair ou pas? comment? Je demande si c'est clair pour ceux qui sont Ah ben, présents. c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on m'interroge, évidemment. Alors, je fais On comme va ça. les laisser. Oui, si vous avez des questions en présence ou C'est ça. en pas présence, vous pouvez, hein, n'hésitez pas. Oui, On c'est peut plus facile pour moi on peut peut-être avancer un petit peu Et vas-y, et après, les questions, les choses qui ne seront pas claires, on essaiera de les préciser ensemble. Et du coup, Régine, qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à cette question, la langue et, Ce que je par- peux dire, ce que je ouais, peux dire, c'est que comme de même, alors par exemple, il y a deux cas de figure, puisque je travaille beaucoup maintenant sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La langue, ils l'ont. Je parle de la première génération, enfin de ceux qui ont connu. Mais il est évident que pour les seconds, ben, quelquefois ils ne l'ont pas parce qu'ils sont. Ben, il y en a en Belgique beaucoup, Tigrane, tu le sais, et les autres aussi. Il y en a en France, c'est une diaspora. Il y a des gens au Rwanda, mais beaucoup ne parlent pas la langue du pays, qui est le Kinyarwanda, dont je précise que c'était la langue commune aux deux groupes qu'on a posés comme différents et ce qui a conduit au génocide. Mais par exemple, pour les Juifs d'Europe centrale, je précise bien qu'il n'y a pas que les Juifs d'Europe centrale, il y a des Juifs de Grèce et donc des Juifs séfarades, si vous connaissez la différence entre Ashkénazes et séfarades. On a tendance à dire que la Shoah, bon, le plus grand nombre se trouvait en Europe centrale, mais il y a eu des Juifs du Maghreb et il y a eu des Juifs de Grèce en particulier qui ont été déportés et exterminés. Donc eux, ils ne parlaient pas le yiddish, mais la langue culturelle la plus importante des Juifs d'Europe de l'Est, c'était le yiddish. Le yiddish, on voit très bien, les grands-parents parlaient le yiddish, les parents le parlaient, mais quelquefois ils n'avaient plus à qui le parler. Donc ça devenait la langue privée des parents, pour peu que les deux le parlent. Mais par exemple, moi, mon père parlait couramment yiddish, mais ma mère, arrivée en France à 2 ans, ne parlait pas yiddish. Donc ils se parlaient anglais au début, quand Ah ils se sont oui, rencontrés. Bah oui. répète voir, explique mieux là. Comment? Explique mieux ce qui se Ils passe. se sont rencontrés, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma Mais famille, c'est je le ferai intéressant, avec vas-y. plaisir. c'est Mais inédit, hein, c'est parce que si Janine demande, c'est que c'est inédit, c'est là. qu'elle ne le sait pas. C'est que mon père était donc issu de ce qui est maintenant l'Ukraine, c'est-à-dire de quelque chose près d'une ville près de ce qui est actuellement Lviv, qui Oui, s'appelle Lvov. C'est ces parties d'Europe centrale qui ont été polonaises, russes, ukrainiennes, puis repolonaises. Enfin, vous voyez, ces parties qui sont passées d'un pays à l'autre, suivant. Maintenant, c'est l'Ukraine. Et ma mère était fille de juifs polonais qui ont émigré en France pour des raisons économiques, c'est-à-dire des gens très pauvres, dans les années 20 et quelques. Donc, elle a grandi en France
ignorante de son judaïsme, parce que j'avais des grands-parents qui en avaient marre du destin juif et qui voulaient s'assimiler. Et puis, elle a appris brutalement vers l'âge de 12 ans qu'elle était juive, ce qui a été un choc, ce qui a été une fêlure. Et puis après, quelques années après, elle a dû porter l'étoile jaune et se cacher à Lyon. Et quand elle a rencontré mon père, enfin, je vous la fais court, mon père était survivant parce qu'il était dans l'armée rouge, ce qui l'a sauvé. Les Russes sont arrivés dans sa ville en 1939. Il avait 19 ans, donc ils ont dit il va aller à l'armée. Tout le monde a pleuré. Tout le monde est mort. Et lui est resté en vie, se trouvait dans une partie de la Russie. Et quand il est revenu, il ne voulait pas rester ce qui était la Pologne à l'époque. C'est devenu l'Ukraine après. Il voulait partir, il voulait émigrer en Palestine. Il est donc passé par un camp de personnes déplacées. Je ne sais pas si vous connaissez la réalité, parce qu'après la guerre, il y avait un nombre incroyable de gens qui ne rentraient pas qui ne voulaient pas rentrer en Pologne, qui ne voulaient pas rentrer, mais qui ne savaient pas où aller, qui attendaient des visas. Le visa le plus convoité était évidemment celui pour les États-Unis. Vous imaginez? Et là, ma mère, qui était avec l'armée française comme rédactrice, elle s'était trouvée un boulot. Je vous passe, ils se sont rencontrés. Mais maman ne parlait ni yiddish, ni polonais, ni russe, toutes les langues que mon père parlait. Il faut dire qu'il est devenu traducteur. Hein. Et mon père parlait beaucoup de langues, mais pas le français. Donc moi, j'ai grandi, ils se sont rencontrés en anglais. C'était la langue qu'ils avaient en commun. Et j'ai grandi les premières années. Les sons qu'il y avait à la maison, c'était de l'anglais. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est la première fois que j'entends une histoire pareille. Ça peut être courant, mais et donc, si vous voulez, par exemple, le yiddish, cette langue qui a été anéantie, il y a un effort maintenant. Il y avait une grande littérature, il y avait des journaux, il y avait des intellectuels, le centre étant la Lituanie et Vilna, qu'on appelait la Jérusalem de l'Est. La population qu'il parlait est morte. Les enfants ont entendu le yiddish, parce que quand les parents voulaient pas quand les parents parlaient tous les deux yiddish, quand ils voulaient pas que les enfants comprennent, ils parlaient yiddish. Bon, ça c'est classique, donc les enfants ont fini par comprendre un peu, mais ils ne le parlent pas, et on assiste à un mouvement. Une des de tentatives de réappropriation, c'est que beaucoup de gens de la deuxième et troisième génération vont essayer d'apprendre le yiddish, qui est une langue mélange d'allemand, d'hébreu et un peu de slave, de racines slaves. Et pourquoi je vous disais ça? Pourquoi je suis arrivée là? C'est-à-dire que tout ça, effectivement, était détruit et qu'il s'agissait, pour ceux qui se trouvaient dans d'autres pays, aux États-Unis, alors on reconstituait des communautés, mais en même temps, il y avait cette idée d'intérieur et d'extérieur, de quelque chose qui était la doublure interne, m'a dit un jour quelqu'un dont je ne me souviens pas. Il y avait une robe de chambre, il dit il y avait une doublure externe pour l'extérieur, et puis il y avait une doublure interne qui était réservée au cercle familial. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais quelquefois, cette doublure, ça signifiait enfermement. Et trouver des passerelles entre l'extérieur, le pays d'accueil, la scolarisation dont Janine a beaucoup parlé, tout ça se faisait dans la langue du pays d'accueil. En France, ça se faisait en français. Et trouver des passerelles avec ce monde dont les héritiers n'avaient que des bribes, souvent énigmatiques. Si je parle de moi, j'ai quelques phrases de mon père, mais ben voilà, je ne savais pas à quoi les rattacher. Et donc, commencer, mais ça, c'est un travail d'élaboration que les gens font, beaucoup de la génération, on est beaucoup devenus psychanalystes, hein, ou médecins, soignants, en analyse et par le biais d'une tentative de s'approprier et donc de transformer l'héritage. Parce qu'il n'y a pas d'appropriation sans transformation. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que Janine va rebondir, puisque au fond, c'est ce que Tigrane nous a demandé, c'est un peu un dialogue. Oui. Et puis on reviendra là-dessus. Bien, alors voilà, ce que je voudrais dire pour la langue, justement, c'est que on sait bien que pour le nourrisson,
il s'éveille au monde par sa mère, par ce que dit la mère. Or, cette mère qui ne dispose que de très peu de mots, c'est-à-dire elle ne dispose que du factuel de par les drames auxquels elle a survécu, ne peut pas vraiment l'introduire au monde, à ce monde-là. Donc c'est à cet endroit-là que l'enfant vit déjà une rupture, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à ce qu'elle a pu vivre, puisqu'elle ne sait pas le dire d'une façon générale, et elle ne sait pas comment le lui dire. Mais Janine, il y a quand même une transmission infraverbale, on va dire. Ben absolument, mais je parlais de cette transmission infraverbale dont que j'ai essayé de traduire dans mes textes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est infraverbale parce qu'elle ne peut pas être verbalisée par une langue, étant donné que la langue de culture a été perdue. Et c'est important parce que l'infraverbal, si on ne peut pas le traduire dans une langue, dans la verbalisation d'une langue, bah, on ne peut pas en faire quelque chose, on ne peut pas surmonter cet héritage. On ne peut surmonter que en s'appuyant sur la capacité de la langue du pays d'accueil pour exprimer cet infraverbal. Mais ce qui tu me permets, Oui, ils sont privés de langue, mais à double titre, parce que certains n'ont pas appris, la génération des oui, parents oui, n'apprenait pas bien la langue, enfin, elle la parlait mal, il n'y a pas d'école. pas d'école, puisqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à travailler, hein, ils ne Absolument. sont pas Et allés faire des études. l'école était payante, par exemple, pour les Arméniens qui avaient survécu à Ah Constantinople. oui, ça je ne savais L'école était pas. Mais en France, elle n'était pas payante. Non, non, mais il fallait bosser. Il fallait bosser. On Fallait n'avait pas tous travailler. l'école. Mais je dirais même que pour ceux qui ont acquis la langue, Oui, eh bien, il y a quand même, et ça, toi, en tant que traductrice, il y a des restes intraduisibles. oui, oui, Et le recours à ce moment-là à la langue d'origine, ben, ça laisse la personne seule, puisque personne à qui oui, elle peut transmettre oui, ne la comprend. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire que dans la langue d'origine, oui. et il n'y a pas d'adresse, puisque la personne à qui on veut transmettre ça ne la connaît pas. Donc, même si on a la langue du pays et qu'on la parle bien, il y a des gens On la parle dans le vide. on l'a pas, et la langue d'origine, on ne l'a pas. Donc, il y a double privation. Ou des parents qui étaient privés de langue et qui étaient dans le faire, ce que tu as très bien montré, parce qu'il fallait survivre, il fallait vivre, il fallait construire, il fallait gagner de l'argent, il fallait manger, tout simplement. Et ils l'ont fait admirablement, souvent. Mais alors là, on était dans le faire, et c'est la génération d'après qui a pu, avec beaucoup d'aide et de travail sur soi, Oui, et, et ce que tu as fait, un détour. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la pensée de Janine, c'est l'idée du détour par. oui, Pas le détour seulement imposé, qui est qu'on arrive en France et on va à l'école républicaine, et puis voilà, mais se trouver ce que tu appelles ces béquilles, c'est-à-dire trouver des échos, quelquefois qui ont l'air lointains, mais il semblerait que pour revenir vers le traumatisme, le cœur du traumatisme, il faille d'abord aller assez loin pour trouver oui, des équivalents, des résonances, et toi tu l'as fait dans... Alors c'est la littérature, ça peut oui, être la peinture, ça peut être oui, oui. des tas d'autres choses. Alors, effectivement, je vais donner une image du détour, mais par rapport au fait que les parents ne disent rien et qu'on perçoit des petites choses, je me rappelle la seule chose dont je me souviens concernant mon père, c'est qu'il disait cette phrase apparemment anodine après les repas. Il disait, aujourd'hui aussi, on a pu manger. C'est une phrase qui m'est restée dans la tête. Voilà. Bon. Alors, pour le Mais détour, Janine, est-ce que tu peux, excuse-moi de t'interrompre là, mais euh, peut-être que c'est pas, que tu avais envie de dire quelque chose, là, tu me dis.
Mais je me disais que ce serait peut-être pas mal aussi que tu nous expliques un petit peu cette histoire de traduction du manuscrit de ton père. Oui, eh ben, c'est-à-dire que quand mon père disait aujourd'hui aussi on a pu manger, j'avais remarqué cette phrase, mais il se trouve que 8 ans après la mort de mon père, j'ai découvert qu'il avait écrit un texte dont m'avait vaguement parlé ma mère, donc c'était en 1978, et elle m'en avait parlé vaguement parce qu'elle trouvait que, après tout, ça servait à rien d'avoir écrit, de perdre son temps à écrire, il fallait effectivement travailler. Mais j'ai voulu le voir, et lorsque j'ai vu ce petit cahier, écrit d'une écriture incompréhensible pour moi, parce que c'était écrit en caractère arménien, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. C'est quelque chose que j'explique bien au moment où récemment j'ai donné ce manuscrit à la Bibliothèque nationale de France. Et petite parenthèse, si vous vous intéressez à ça, vous cherchez sur Internet dans dans mes interventions, vous envoyez une qui est celle avec la vidéo que j'ai faite à la Bibliothèque nationale de France le 30 septembre. Et donc, ma première réaction a été la peur. J'ai eu peur parce que je savais forcément que ce texte, ce petit cahier, devait contenir des choses épouvantables. Et puis, je savais aussi que si moi, je m'en occupais pas, qu'est-ce que je serais criminelle. Donc, vous voyez, c'est ça la position de l'enfant de survivant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire ce que les parents ont vécu, en l'occurrence de façon très concrète, ce qu'il y avait dans ce manuscrit, parce que si on ne le fait pas, étant donné que surtout ce qui spécifie le génocide des Arméniens, c'est il a toujours été non reconnu, il n'a jamais été reconnu par le pays qui est l'héritier des bourreaux, c'est-à-dire la Turquie. Donc, si on ne dit pas ces choses-là, si on ne les traduit pas dans le monde du monde cultivé, si vous voulez, on participe au crime d'une certaine façon. Donc, j'ai eu très peur. Je me suis préoccupée de savoir qu'est-ce que c'était. Il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais commencé à connaître les Arméniens cultivés, intellectuels de France. Il y en avait donc. Alors, je pensais que ça n'existait pas, puisque mes parents étaient des artisans. Et celui-là m'a expliqué que c'est écrit Corbeledian. Il m'a expliqué que c'était en fait écrit en caractère arménien, mais en turc, et qu'il s'agissait de ce qu'il avait vécu. Alors, l'entête dit ce que j'ai vécu de 1915 à 1919. J'ai demandé s'il pouvait le traduire, il l'a traduit. Alors, c'était un long périple. Je l'ai d'abord donné, il a été publié d'abord au temps moderne en février 82. Et ensuite, il a été repris dans mon premier livre, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Alors, je dois préciser que pour cette publication en 1982 au temps moderne, elle n'a pu se faire que parce qu'il y avait eu un acte de violence par des terroristes arméniens en septembre 81, qui était la prise d'otages au consulat de Turquie, ce qu'on a appelé le terrorisme publicitaire, c'est-à-dire faire des actes de violence pour dire que cette chose s'est passée et que personne n'en parle. Et c'est grâce à cet acte de violence, parce que je le précise toujours, que le texte de déportation de mon père, traduit par son traducteur Beledian, a été accepté en 82, puisque une revue ne peut publier que ce qui est actuel. Une histoire passée, s'il n'y avait pas eu l'actualité de l'acte terroriste, n'aurait pas été publiée. Donc, pour certaines personnes, tout mon parcours serait aussi la traduction psychique, symbolique de ce texte, de cet héritage dans le monde de la survie. Voilà.
Merci. Alors, Régine, je voudrais je sais pas si tu es d'accord, mais en tout cas, j'aimerais te relancer sur cette histoire-là avec, donc, quand Janine dit pouvoir dire ce que le parent a vécu, bon, ça me fait associer sur la question du témoignage et du témoignaire, hein, dont tu as parlé. Mais avant ça, j'aimerais juste amener une petite anecdote pour illustrer un petit peu quand j'ai eu ma première rencontre avec Janine. C'était à l'intersecteur de pédopsychiatrie de Saint-Denis, où à l'époque, le chef de service, Abraham Cohen, qui est bon, peut-être un peu juif, je sais pas, qui avait invité Janine pour venir parler de l'ouvrage justement Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, et il m'avait demandé de questionner Janine. Bon, moi, j'étais psychologue là-bas, je commençais à travailler depuis quelques années, et je connaissais ce livre de Janine, mais j'avais jamais osé le lire. Moi, j'ai toujours été très impliqué dans les questions arméniennes, mais Tu n'avais pas jamais osé, t'avais jamais osé le dire à qui? dans le lire, le lire. Ah, le lire, j'avais. Je l'avais dans la bibliothèque, je le regardais souvent parce que je trouvais la couverture très belle. Euh, et c'était un objet important, mais je ne pouvais même pas l'ouvrir, quoi. C'est pas possible. Je fais une assise là parce que ça rejoint ce que disait Régine. Ce livre, quand j'ai pu trouver l'éditeur, j'ai demandé, il a été préfacé par René Caès. Et c'est aussi à cause de cette préface que j'ai été ensuite très connue, enfin j'ai été sollicitée par les psychanalystes, moi ne l'étant pas. Et j'ai beaucoup travaillé avec René Caès comme Régine. Et si entre-temps elle peut dire le fameux mot, c'était lequel? Métapsychologique, les garants métasociaux et métapsychologiques, c'est ce que je D'accord, pensais. d'accord. OK. Bon, Alors je tu vous peux. dirai un mot si vous voulez savoir ce que c'est exactement. Alors donc tu peux. Je t'ai interrompu là, Mais là, Tigrane. attends, je termine juste ça parce que je pense que c'est signifiant de quelque chose. C'est-à-dire que, donc, il me demande de t'interroger. Alors, moi, au départ, je dis oui, bien sûr. J'étais honoré de pouvoir te questionner. C'était il y a plus de 20 ans, hein. Alors Euh, voyez l'importance de la publication. voilà, C'est-à-dire la publication crée des liens. C'est-à-dire que ce texte a été publié au temps moderne, je l'ai mise dans Ouvrez-moi les chemins d'Arménie. Ce monsieur Cohen, je ne sais pour quelle raison, a acheté ce livre, l'a lu, ouais, et donc, bizarrement. te demande de m'interroger. Donc, et c'est grâce à ça que j'ai rencontré Tigrane et qu'il m'a rencontré. Voilà. Eh C'est oui, ça tout à fait. l'inscrit. C'était un détour encore, hein. C'était un détour. Et donc, moi, je lis ce bouquin et je me dis en lisant ce bouquin, en fait, Janine Altounian, elle ne s'adresse pas aux Arméniens, elle s'adresse à un autre. Ben non, ben, je Et m'adresse pas aux Arméniens. voilà. Et donc, je me suis dit, mais finalement, c'est pas à moi de la questionner, c'est à un autre de la questionner. Et je le dis à Abraham Cohen. Et il me dit, mais non, vous allez la questionner. Je dis, mais non, mais il faut que ce soit un autre. Non, non. Puis, alors, j'étais ambivalent parce que moi aussi, ben, d'un côté, j'avais envie aussi. Donc, du coup, j'ai dit, OK. Mais je me suis dit, je vais l'interroger en me servant, en important la théorisation de Jean Laplanche sur la traduction et tout ça. Et donc, j'ai interrogé Janine sur la question, avec des concepts de Laplanche. Donc après, Janine me dit, après ma question, Janine me dit, oh, je vous remercie pour cette question très intéressante. Ce qu'il y a de bien avec Janine, c'est qu'elle est très narcissisante, c'est très bon. Et, euh, et je vous remercie d'autant plus que cela vient de la part d'un autre. Donc, et là, moi, évidemment, j'étais un peu gêné parce que, Ah oui, ben, je connaissais pas ton nom. ben non, non. Et je ne ressens pas forcément un Arménien lambda, quoi. Pas du tout, non. Pas du tout. Donc, et j'ai dit, ben non, je suis désolé, mais je suis d'origine arménienne. Mais enfin voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'assez Et d'assez tu dois ajouter que sympathique. finalement, cet enregistre, ces notes que tu avais prises, Ouais, ouais. rajoute ça, rajoute ça, Ouais, alors, rajoute. Vous a après perdu. ça, donc, Janine
a quand même accepté d'échanger avec moi, malgré le fait que j'ai été arménien. Et donc, après, on a eu une soirée, et puis on a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Et je lui ai dit, mais voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on se revoie et qu'on fasse un entretien et que je vous enregistre et je prends des notes. Enfin, je crois pas que j'enregistre, donc je prends des notes et puis après. Donc, je revois, elle accepte gentiment, puis je la revois quelques temps après, quelques mois après, ou quelques semaines, je ne me rappelle plus, c'était il y a plus de 20 ans, hein. Et, euh, et donc, on fait un entretien de pratiquement 3 heures. Et j'ai écrit tout, quoi, hein, pratiquement tout. Puis après, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fait la transcription, je vous l'envoie. Et puis, je ne sais plus pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, le temps passe. Et puis, j'ai le manuscrit quelque part. Je dis, bon, je vais le faire, mais je suis occupé par ci, par ça, tout ça. Et finalement, au moment où je dis, bon, bah, on va renvoyer ça, où Janine me demande aussi, je cherche et je ne trouve plus le manuscrit. Et en fait, cet entretien de 3 heures que j'ai retranscrit, je l'ai complètement perdu, quoi. Et donc, je l'ai dit à Janine, qui s'est bien marrée. Et voilà. Mais elle n'a pas été vexée, on a pu continuer à travailler. Ben, je me suis dit, c'est une histoire arménienne. Bon, c'est une histoire de traumatisme, parce que Ben, moi, exactement, oui. en toute incise, moi, j'ai un jour, quand même, je voulais savoir l'histoire de la famille. Mon père était décédé, il est décédé relativement jeune, et il avait une cousine aux États-Unis. Je me dis, c'est quand même le moment, je prends, j'écris, j'interroge la cousine. En tout, je fais des génogrammes, je fais tout, enfin, puisque je suis thérapeute familial, vous savez, les ronds, les machins, qui étaient qui, enfin, tout. D'abord, je perds les notes. Ensuite, quand je les ressors, elles sont illisibles. Hmm. J'ai écrit ça n'importe comment, pas lisible, pas clair, c'est-à-dire je ne peux rien en faire. Et, Et ça veut dire que la terreur de la famille ah qui a oui, été vécue, elle est passée quelque part en nous. Parce que, évidemment, ça ne s'inscrit pas, et c'est ce que dit Nadine Fresco dans son remarquable thèse qu'elle a publié en 81 qui s'appelle La diaspora des cendres, et ce que m'ont dit beaucoup de patients, on me répète l'histoire et je m'en souviens pas, et ça ne s'inscrit pas. C'est-à-dire vraiment, et toi, Tigrane, c'était pas l'histoire de ta famille, mais c'était un analogone quand même de ta. Eh ben, tu perds tu retrouves plus les notes. Et ça, je pense que. Est-ce que je peux revenir sur le tiers? Oui, oui. Parce que Et sur le témoignage aussi, hein, si tu peux. sur le témoignage, bon, ben, j'ai développé cette idée dans les témoignages. Moi, j'ai travaillé, comment je suis venue au témoignage. Il n'y a pas de hasard, hein, ils m'ont trouvé, j'ai accepté. L'université de Yale, aux États-Unis, a ouvert un programme, c'était déjà en 90, de recueil de témoignages. Alors, il l'avait fait aux États-Unis, de survivants de la Shoah, recueil audiovisuel. C'était sur des cassettes, hein, à l'époque. Et donc, ils sont venus. Il y a quelqu'un qui est un psychanalyste qui est décédé depuis. C'était une équipe de survivants des enfants jeunes, dont Dory Laub, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit des choses très importantes, qui était le clinicien, l'autre était professeur de littérature. Ils sont venus, ils ont constitué une petite équipe de bénévoles avec une historienne connue, Annette Wiewiórka, c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler là, et elle a rassemblé autour d'elle, par cooptation, quelques amis dont j'étais, nous ne sommes plus amis depuis longtemps, mais parce que j'ai analysé ailleurs la violence de ces groupes et la violence qui fait retour, mais ça, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Et donc, on s'est mis à recueillir bénévolement dans des studios les témoignages de survivants de la Shoah qui acceptaient, qui voulaient être enregistrés. Donc, on a fait ça pendant quelques années, et puis le programme s'est arrêté. Les archives, ça a été déposé aux archives nationales et à l'université de Yale, et quelqu'un a pris la suite, qui est Spielberg. C'est-à-dire que Spielberg, à la suite de son film décrié, mais moi que je ne décrirai, enfin que je trouve par beaucoup d'égards plutôt bien, qui est la liste de Schindler, a pris conscience, a créé une fondation, a mis de l'argent pour recueillir, mais à une échelle beaucoup plus grande évidemment qu'une université, les
témoignages des survivants de la Shoah. Et là, on s'est adressé à moi en France comme coordinatrice psy de toute la région francophone, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse et la France. Et j'ai co-dirigé avec une historienne ce projet. Bon, c'était pas tout à fait la même formule. Et après, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus et avec KS. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait. Moi, ce qui m'intéressait, il y avait des historiens là-dedans. Et on n'avait évidemment pas le même point de vue. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait pour le témoin, mais aussi pour celui qui recueille le témoignage, que j'ai appelé, on a cherché un terme, c'est pas le plus satisfaisant, mais on s'est beaucoup creusé la tête avec KS, le témoignaire. Et bon, ce projet s'est terminé, c'est-à-dire il s'est pas terminé, mais quand le rideau de fer est tombé, quand le mur est tombé, il y avait une réserve de gens derrière le rideau de fer qui était très important, donc ils ont arrêté le recueil, mais il y a eu beaucoup de témoignages recueillis. Et moi, j'ai continué à travailler sur cette, évidemment, en tant qu'analyste, je dirais pas transfert contre transfert, parce que c'était pas des rencontres thérapeutiques, le témoin n'est pas un patient et l'analyste n'est pas son analyste. Et là, j'ai dû beaucoup travailler sur quelle est la différence de position, comment les analystes travaillent avec ça, comment ils doivent se défaire de quelque chose. Ils ne sont pas les experts à ce moment-là, c'est le témoin qui est l'expert. Mais quel processus, et de là est sortie ma thèse et mon livre. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au cours de ce cheminement, j'ai vu que le témoignage était un moment très important pour ceux qui acceptaient de témoigner, de passer par un tiers qui n'était ou pas de leur communauté, mais qui était un tiers parce qu'il était né en général après, qui n'avait pas participé, il n'était pas directement impliqué dans cette histoire, même s'il l'était par tous ses liens familiaux, et que c'était déjà, et que pour prendre la parole sur ce sujet, il y a besoin d'une adresse à l'autre. De là, je me suis étendue, je suis allée vers la littérature qui sont mes premières amours, puisque j'étais prof de lettres, avant de devenir psy, de faire psycho. Et évidemment, là, j'ai rencontré aussi les textes de Janine, la traduction, le détour par l'autre, par les œuvres, par les textes des autres, et pas seulement le texte oral. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette position, ce recours au tiers, et le fait que le témoignage ne peut pas se faire dans la solitude, eh bien, je l'ai rencontré après très concrètement quand les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, réfugiés en France, et l'association Ibuka, qui est l'association qui regroupe les rescapés, il y a Ibuka Belgique, Ibuka Allemagne, Ibuka France, s'est adressé à moi, étudie l'importance du livre. Ils avaient lu mon livre qui n'était pas spécifiquement sur eux, mais qui parlait évidemment un peu d'eux, mais sur le corpus de la Shoah et du témoignage. Et ils m'ont demandé de commencer à travailler avec eux, à collaborer, à recevoir des survivants. Alors j'étais déjà dans une autre position, ou à aller parler. Et c'est là, on s'est vu beaucoup de fois avec Janine. Janine est allée au Rwanda, moi aussi. Et je me souviens d'une des dernières fois, ça se passait dans un colloque à Lausanne. Ça a été publié dans une revue belge, d'ailleurs. Il y a une revue de psychologie clinique belge. Et la revue, revue belge de psychanalyse, Non, les la cahiers de revue psychologie clinique. clinique. Eh bien, j'ai publié quelque chose sur le tiers. Parce que je dois dire que moi, en tant que non-rwandaise, blanche, européenne, etc., j'ai commencé à me demander ce que je faisais à chaque fois dans ces réunions, ces panels au mémorial de la Shoah. J'ai commencé à me sentir pas très à l'aise et à me dire, mais à quoi je sers? Mais qu'est-ce que je viens non pas qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire, parce que moi j'étais très impliquée, très touchée, etc. Alors en tant que thérapeute, je voyais très bien à quoi je pouvais servir pour m'occuper de rescapés la plupart du temps sans moyens, hein. Donc ça c'est un travail militant. Des gens c'est une diaspora africaine, c'est pas des gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens non plus formés à la psychanalyse. Et je voyais très bien qu'en tant que travaillant sur le traumatisme, je pouvais la faire quelque chose. Mais me trouver dans ces tribunes, j'ai commencé à me sentir pas bien, j'ai commencé presque à me révolter en disant, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis une espèce de... Je suis garant de quoi? Et j'ai commencé à me poser le problème du tiers garant.
Ben Et oui, c'est de quelqu'un comme toi, justement, qui mais ça. oui, mais moi j'ai traversé une espèce de crise en me disant, mais quelle légitimité, mais qu'est-ce que je suis là? Je me sentais, on dit en polonais ou en russe, il y en a qui parlent, Matkę Boskie, comme une, vous savez, les statues des vierges, là, qu'on vient prier. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non pas qu'est-ce que je fous là, ça ne m'intéresse pas, mais à quoi je sers? Pourquoi ils me mettent là? C'est honorifique, je n'ai pas besoin l'honneur du génocide. Et on m'a expliqué, et j'ai compris que même pour que les survivants parlent, qui donnent leur témoignage quelquefois en public dans ces journées de commémoration où tu étais, Jacqueline et Janine, plusieurs fois, ils avaient besoin de ce tiers garant. Oui, et que ça vienne de l'Europe. Que ça vienne justement de l'Europe, que je ne sois pas une Africaine, bon, Ah oui. l'Afrique, que je ne sois pas de leur communauté, que je fasse les efforts pour comprendre un peu la culture, je suis très ignorante, je ne parle pas le Kinyarwanda, malheureusement, mais que ce détour, et que eux-mêmes, moi qui parlais de détour, eh bien, je représentais une forme de détour, mais de détour bienveillant, d'abord bienveillant au sens où je ne niais pas le génocide, parce que ça, c'est très important. Les gens ont besoin de s'assurer qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne va pas leur dire « mais vous êtes sûr, mais la thèse du double génocide, vous savez, Vous exagérez, hein, vous exagérez. exagéré, et puis les Tutsis ont tué aussi beaucoup de Hutus. Ça, c'est avec ça, on a fini. Ils ont besoin de faire un peu confiance et de savoir qui est la personne devant eux. Mais à part ça, j'ai compris que ça n'était pas seulement que j'étais pas là, parce que moi j'étais prête à arrêter, à dire au mémorial et aux différentes communes, écoutez, franchement, on n'a pas besoin de moi, qu'est-ce que je viens faire là, etc. Et j'ai analysé ça dans ce colloque et j'ai fait un texte sur le tiers nécessaire. Et là, je rejoins toutes ces idées qui m'ont beaucoup intéressée chez Janine, cette idée du détour par la littérature, par un autre que soi, puisque ces gens-là, justement, ont, pendant les persécutions et quelquefois après, c'est le Nebenmensch, le semblable, qui leur a manqué, qui a fait défaut, il y a une survivante dans dans un des livres de Hatzfeld qui dit « les Blancs ont fermé les deux yeux ». Ils ont fermé les deux yeux. Et c'est justement ils ont besoin de personnes qui ne ferment pas les deux yeux et à qui ils puissent délivrer un témoignage écrit, oral, à qui ils puissent s'adresser. Et j'ai compris que ce rôle de tiers, c'était un des garants métapsychologiques dont parle KS. Et que ces gens-là, comme tous les survivants de génocide, ont à un moment été privés de ces garants, dont KS nous dit que c'est souvent des garants implicites. On ne se rend compte qu'on en a besoin et qu'on en a besoin pour vivre comme l'oxygène que quand ils viennent à manquer. Oui. Des garants sociaux, des garants qu'on fait partie de la culture, etc. Eh bien, quand ils vous sont enlevés, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas, c'est comme des échafaudages, mais on en a absolument besoin, et que pour ces gens-là, en l'occurrence les Tutsis, mais la même chose pour les Arméniens, la même chose pour les Juifs rescapés de la Shoah, il fallait ces garants, et souvent c'est difficile à obtenir, et la reconstitution de ces garants, des alliances inconscientes, des pactes, puisque tout ça a été foulé aux pieds, détruit, nié, c'est-à-dire que non seulement on a désigné un groupe comme devant disparaître de la surface de la Terre, mais comme devant être exclu du pacte humain. Et que donc le tiers, ça fait partie du pacte humain. J'ai compris, ça m'a un peu rasséréné parce qu'à un moment, on se le dit souvent avec Janine, bon, à quoi on sert, on est tout le temps, on est là chaque année, puis ça continue, puis voilà, enfin, Rien. il y a des moments où on peut être un peu désespéré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair, mais alors, juste par rapport au garant métapsychologique, comment on traduit ça? C'est-à-dire qu'il y a un garant qui permet à un travail métapsychologique de se mettre en route, c'est-à-dire un travail de Non, non, synchronisation. non, non. Voilà. Tu laisses métapsychologique, lui, il l'emploie. D'accord. Prenons garants sociaux, comme ça c'est plus simple. Ce n'est pas un travail métapsychologique, c'est la présence du garant symbolique ou physique, ou etc., reconstitue les alliances
sur lesquelles toute société et tout individu doit, des alliances implicites, inconscientes, sans lesquelles on ne peut pas exister. On n'existe pas dans un espace infini, vide. On a besoin de croire en ces alliances, et la personne qui en a le mieux parlé, c'est là-dessus que la première fois j'ai rencontré Janine, moi je me souviens, dans l'amphi Charcot de la Salpêtrière. On était à la même table ronde, je connaissais ses ouvrages, elle ne connaissait pas. On a sorti le même livre, je ne sais pas si tu te souviens, Janine, le livre de Jean Améry, Oui. Par-delà le crime et le châtiment, ressentiment, etc. Si vous ne devez lire qu'un livre, à part les livres de Janine, et le mien peut-être, mais c'est le livre de Jean Améry. Et on s'est trouvés à la même table, en train de sortir chacune notre exemplaire. Tu te souviens de ça? Malheureusement, j'ai une très mauvaise mémoire. Ça, c'était il y a longtemps, c'était vers Et 90. je te fais confiance parce que je sais que j'ai travaillé ce livre. Tu as analysé dans ton livre La survivance, Oui. dans La survivance, il y a une analyse du texte d'Améry. Améry, Jean Améry, juste 2 secondes, c'était un juif viennois totalement assimilé, orphelin de père, son judaïsme, c'était pas grand-chose. 33, les lois de Nuremberg, et il était dans l'université libre de Vienne. Vous savez, il y avait tout un courant, une activité, et tout d'un coup, il commence à être privé, enfin, puis évidemment avec l'Anschluss, de tout ce qui constituait justement la culture. Il dit, j'ai dû céder ma culture au dernier des SS. Il part en Belgique, il fait un peu de résistance, il est arrêté, il s'appelait Hans Mayer, il prend un anagramme, il est torturé, il est envoyé à Auschwitz, où il se trouvait visiblement en même temps que Primo Levi. Il en sort et il décide de ne plus parler de ça. Et pendant 20 ans, il se réinstalle en Belgique. Et pendant 20 ans, il écrit des articles de journaux, de culture, sur le jazz, enfin, vraiment sur tout à fait autre chose. Et puis, un jour, 20 ans après, à l'occasion des procès de Francfort, la radio, une des radios allemandes, lui demande de venir parler, de faire une série d'émissions sur ce qu'il a vécu. Et il fait une série d'émissions absolument remarquables qui sont chacune un chapitre de son livre extraordinaire, d'une acuité absolument rare, d'une douleur et en même temps d'une capacité d'analyse. Il n'aimait pas du tout la psychanalyse, hein, il était vraiment plutôt sociologue, sur dans quelle mesure a-t-on besoin de sa terre natale, l'exil, la langue maternelle, enfin tout ça, et le rapport à ses origines. Et il fait un livre remarquable. Le chapitre sur la torture est, à mon avis, un des chapitres les plus forts que j'ai jamais lus. Parce qu'il a été torturé, lui, ce que n'étaient pas les juifs en général, on n'avait pas besoin de les torturer, ils étaient juifs, ils n'avaient rien à avouer, ils étaient tués pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils avaient fait. Mais comme lui était résistant. Donc, vous voyez, et il parle vraiment, et Janine a analysé Jean Améry, et moi, je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Il m'a servi, moi, de porte d'entrée dans le monde, parce qu'il a une précision, un langage, une capacité d'analyse. Je vous conseille ce livre, c'est un des livres les plus remarquables que j'ai jamais lus. Janine, tu peux en dire quelque chose de tout ça? Oui, oui, oui. Je voulais d'abord donner comme exemple du détour, parce que tu as cité mon livre Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Lorsque j'ai réuni tous les articles que j'avais pu publier au temps moderne dans un ouvrage que j'ai fait préfacer par René Caès, j'ai cherché un titre et je me suis rendu compte que dans une tragédie de Corneille qui s'appelle Nicomède, il y avait une princesse arménienne et que cette princesse arménienne, donc j'ai lu cette tragédie que je ne connaissais pas, mais je ne sais pas comment j'avais appris ça, j'ai relevé tous les vers qui parlent de l'Arménie. Et à un moment donné, cette princesse dit à son prétendant, je ne veux point régner sur votre Béotie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie.
Oh, j'ai dit ça, c'est très bien. Je vais prendre ce vers pour un titre. Pourquoi? C'est-à-dire que l'arménienne que je suis n'est pas crédible. Mais si c'est une arménienne d'une tragédie de Corneille, eh bien à ce moment-là, on peut croire à l'Arménie. J'ai spontanément eu toujours cette dimension du détour. Et un autre exemple, justement, dans ce livre qui regroupe mes différents articles des temps modernes, il y en a un, il y a un des articles qui s'appelle Une arménienne à l'école. Et cet article est le résultat d'une demande qu'on m'avait faite à l'école des parents. C'était une association à l'époque. Vous devriez savoir quelque chose là-dessus. Parlez-moi des migrants, des enfants de migrants. Et quand on me pose une question comme ça, je n'arrive pas à croire à quel endroit je peux intervenir parce que la formulation qui me vient d'un lieu très culturalisé, très intellectualisé, ne me semble pas recouper mon expérience à moi. Donc je suis toujours dans l'embarras, mais je ne refuse pas parce que toute main tendue venant de l'autre est une occasion de pouvoir se dire, c'est-à-dire de dire ce que les parents ont vécu. Donc, je me dis, mais dans le fond, comme j'aimais beaucoup l'école, je me suis dit, mais Andromaque, vous savez, Andromaque, c'est une pièce de Racine cette fois. Andromaque, c'était une émigrée. En fait, non seulement elle était émigrée, Ah, mais son mari avait été assassiné par celui chez qui elle vit, qui est son protecteur. Et j'ai relevé de la même façon tous les vers où on voyait bien l'histoire de l'émigré et de la mort je crois que c'était Troie, dans l'histoire de Troie. oui, 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 d'Hector. La Hector, mort d'Hector, voilà, la mort d'Hector. Et alors, par Achille. voilà, alors j'ai raconté beaucoup de choses de la vie de ma grand-mère à travers les vers d'Andromaque de Racine. C'est-à-dire que chez ce que j'appelle les non exterminables, euh, il y a l'idée que les exterminés seraient des gens euh, très lointains. Mais non, non, c'est-à-dire qu'ils sont présents aussi dans leur propre histoire et il faut le leur montrer. Voilà. Faut peut-être laisser un peu de temps pour les questions parce que ça va. Oui, alors, juste, on a commencé un peu plus tard que Oui, prévu. mais moi, je peux pas. Et tu peux combien de temps encore, Régine? Je peux, après la demi, je peux encore 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Bon, jusqu'à moins de quart, grand maximum. Oui, D'accord. Il y a des questions dans la salle ou ailleurs? ça qui sera intéressant. Oui, une question. Ou une remarque, hein, s'il n'y a pas besoin Oui, de. n'importe quoi. Alors d'abord, je voudrais vous remercier toutes les deux parce que j'ai eu beaucoup d'associations en vous écoutant. Bon, je suis d'origine arménienne, hein, et mon père parlait yiddish. Donc j'ai beaucoup, il y a eu beaucoup de résonance et j'ai beaucoup de patients aussi également. Ben alors, J'avais envie que vous me parliez surtout, enfin il y a plusieurs points, vous choisissez parce que j'ai des myriades de questions, mais choisissez ce qui vous intéresse à vous. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est dans la transmission générationnelle. Quelle est la manière qui serait la moins mauvaise, la moins toxique de transmettre? Vous avez dit tout à l'heure, s'ils en disent trop, c'est traumatisant, s'ils en disent pas assez, c'est traumatisant. Et alors moi, j'aimerais bien mettre dans les patients, par exemple, Tutsi, j'ai une patiente qui était adolescente, qui a été séquestrée. Je vous laisse deviner tout ce qu'elle a vécu. Mais elle a des enfants. Et donc, ça m'intéresse. Moi, je suis toujours très intéressée de voir, et par rapport à ma filiation aussi, mes parents étaient aussi dans ce travail. Je n'ai pas appris l'arménien. Mon père ne voulait pas. Il m'avait dit, tu parleras français, flamand mieux que les Belges, ce que j'ai fait. Mais quand j'ai été mère, parce que j'avais une compréhension passive, parce qu'eux disaient les secrets en arménien,
quand j'étais mère, je me suis surprise à parler en arménien, enfin à dire les mots d'amour seulement, les engueulades aussi d'accord. Mais pas le discours rationnel, il n'y avait pas de vocabulaire. Mais justement pour l'affecter un peu. Mais donc moi, c'était surtout la transmission transgénérationnelle. Et alors, j'aimais bien cette phrase, je ne sais plus laquelle de vous deux avez parlé de ça, vivre à l'ombre de la survie. Ça me parlait beaucoup. Mais puis je reconnaissais beaucoup de choses dans vos deux textes, dans le climat anxiogène, très anxiogène, le terreau anxiogène que je voyais. Mais donc, c'est la question de la transmission à travers les générations. Janine et Régine, vous essayez de prendre un petit peu de temps toutes les deux. Moi, je dirais que c'est intéressant parce que ceux qui me posent la question maintenant, c'est effectivement des gens qui sont comme votre patiente Tutsi, qui étaient adolescents, etc., qui, pendant le génocide, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu et qui se demandent, qui sont devenus parents et qui se demandent, et c'est vraiment même une interrogation qui se pose en groupe, dans les groupes de jeunes Tutsis, comment on va transmettre? Comment on ne va pas faire disparaître, mais comment on va essayer de ne pas traumatiser nos enfants? Alors, c'est la question. Je dois vous dire que je n'ai pas, moi, de réponse, parce que chacun doit bricoler quelque chose. Je serais pessimiste en disant tout de suite, il n'y a pas de transmission parfaite de la démolition d'un être humain et d'un groupe d'êtres humains. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas. Alors, on dirait une transmission suffisamment bonne, pour reprendre l'expression de Winnicott. Pas trop toxique et en même temps qui permettent… Mais attendez, c'est exactement comme… je vais faire un… Comment on éduque un enfant à la sexualité. Sauf que là, on a une mission. C'est-à-dire que les gens qui sont eux-mêmes, et Janine disait pour que mes parents, pour que ce qui leur est arrivé ne disparaisse pas, les survivants, les héritiers sont missionnés, ils sont délégués. Cette notion-là existe en thérapie familiale. Ils ne sont pas libres. Il y en a qui choisissent de rien transmettre, mais de toute façon, la question se pose. Ils ont reçu ça. À eux d'en faire quelque chose. Je pense que c'est effectivement difficile pour un parent de raconter à quel âge et de raconter des histoires d'horreur. En même temps, ils ne peuvent pas ne rien dire parce que ça leur sera reproché et puis ils auront le sentiment à ce moment-là de tuer les parents et de tuer le groupe symboliquement une deuxième fois. Mais moi, je les accompagne. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les questions qui se posaient. Je ne peux pas vous dire, moi, je pense que la réponse, c'est le malheur de la question. Comme disait, je n'ai pas de recette. C'est accompagner votre patiente avec ce qu'elle pense pouvoir dire à plusieurs étapes. C'est exactement comme l'enfant posera d'autres questions à un autre âge et elle essaiera de répondre au plus près de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il peut demander. C'est-à-dire que quand je dis le trop, c'est par exemple un film que j'ai analysé où la mère survivante a déversé sur l'enfant petit, parce qu'elle disait « enfin j'ai un interlocuteur », donc le gosse avait 2 ans, et tout ce qu'elle faisait et tout ce qu'il faisait, elle lui disait « tu vois ta poupée, ben moi j'en avais pas, mais dans le ghetto, etc. Tu manges, mais moi j'avais pas à manger ». Et elle dit « j'avais hâte qu'il grandisse pour tout lui raconter ». Bon, évidemment, là, vous comprenez que c'est pas comme ça. D'ailleurs, il a trouvé un dérivatif, il est devenu parolier de chansons, et il a fait une très belle chose. Mais c'était trop. Donc, on est vraiment là dans l'équilibre et je pense qu'on ne peut qu'accompagner les recherches. Il n'y a pas de vade-mecum, le bon guide pour transmettre les atrocités. Ça n'existe pas, ça. Et comment chacun, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il a ressenti, lui, qu'est-ce qu'il pense pouvoir transmettre, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre, et on les accompagne. Je ne peux pas vous donner une réponse univoque, il n'y en a pas, mais je suis sûre qu'en accompagnant la personne, et c'est une vraie question que je vois in vivo, parce que moi je suis née d'une génération après la Shoah, mais je vois avec mes jeunes patients Tutsis comment ils se posent la question, pour eux devenus parents, comment ils font avec cet héritage, comment ils le transmettent, comment ils ne le passent pas sous silence, mais comment ils ne veulent pas traumatiser leurs enfants. Je n'ai pas de réponse. Désolée.
Janine, tu as quelque chose Mais- à... oui, ben alors moi je dirais qu'en réalité, la transmission ne se fait pas par celui qui transmet, mais elle se fait parce que parmi les enfants, il y en a qui sont réceptifs à ce qu'ils sentent. Et à partir de cette réceptivité qui existe, alors la question est, qu'est-ce qui fait que certains ne sont pas réceptifs? Ça a toujours été ma question, moi, ça. Mais à partir de cette réceptivité, euh, on travaille soit à traduire comme ce que j'ai fait, ce que les parents ont fait, soit à l'exprimer autrement. Mais la transmission vient du bas, elle vient pas d'en haut. Alors, quand on est à la position d'être en haut, eh bien, la personne vit d'une certaine façon, malgré tout selon ce qu'elle a reçu. Et l'enfant comprend que c'est pas comme la voisine d'à côté, il y a quelque chose de différent. Parce que forcément, ça passe, mais ça ne peut pas passer volontairement. Ça ne peut pas passer volontairement. Ça ne peut pas passer par le dire. On ne peut pas dire ces horreurs. On ne peut On ne pas peut asseoir les enfants et commencer à leur dire, je vais te raconter. Non, C'est pas non, non, pas du tout. D'ailleurs, dans un contexte beaucoup plus banal, les gens disent, ah, je voulais savoir ça, j'ai demandé à mon père, et ben, ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris. Ça m'a fait aucun effet. C'est-à-dire que c'est comme un dévidage d'histoire. Voilà. Ça vient ce, par le transfert qu'on fait vis-à-vis du parent, hein, qui fait que, qui fait que j'allais dire, on l'aime, quoi. C'est par, c'est par le ressenti d'amour vis-à-vis de ce parent qu'on peut comprendre, qu'on peut comprendre des choses et à ce moment-là les ressentir. Oui, mais Janine, ceux qui ne sont pas réceptifs, c'est pas qu'ils aiment moins. J'aime Non, beaucoup l'idée non, que ça vient par le bas qui vient interroger. oui, Souvent, mais d'ailleurs, il faut une génération, c'est-à-dire on interroge plus facilement les grands-parents, mais les Tutsis, il n'y en a pas encore. oui. Enfin, les grands-parents ont été tués. Mais c'est vrai que ceux qui sont pas réceptifs, c'est peut-être parce qu'ils sont trop fragiles. Ou leur place dans la fratrie. On a vu aussi à quel moment ils sont nés, dans quel état d'esprit étaient les parents. Je veux Ah dire, oui, c'est lié à des tas de facteurs. Mais oui. c'est quand tu dis l'amour, oui, l'amour, mais ceux qui ne sont pas réceptifs, c'est pas qu'ils aiment moins leurs Oh parents. non, non, mais je Non, dirais, ils sont plus, enfin c'est en rapport aussi avec le DIP, hein. bien sûr. C'est pour ça que je dis que Oui, il n'y a pas les Tutsis, ils doivent attendre. Eux, ils seront quand ils seront grands-parents, je pense qu'ils seront interrogés. Mais là, pour le moment, c'est des oui, jeunes oui. parents. En tout cas, il ne faut pas qu'ils s'en fassent. C'est pas la peine Non. de se faire du Et souci. bah, c'est un peu ce que j'essaye de leur dire. Il faut qu'ils soient, parce qu'ils se demandent, effectivement, ils se demandent. Et eux-mêmes ont une histoire où les parents n'ont pas transmis, parce que le génocide, il n'est pas arrivé tout seul, il y a une histoire de persécution très longue. Et souvent, ils ont exprimé de la colère, et en groupe, moi j'étais dans des groupes de jeunes Tutsis, ils nous ont rien raconté, on savait rien de notre histoire, et ils se sont adressés à des plus âgés, ceux qui sont encore là, ceux qui n'ont pas été tués, en disant, mais pourquoi vous ne nous avez pas parlé de tout ça? Donc, c'est pas seulement de l'amour, il peut y avoir de la Mais- colère aussi. mais justement, cela étant, c'est une façon de chercher, Oui, une façon d'hériter. oui. Donc, Ne rien dire provoque la curiosité de l'enfant. Donc, c'est pas qu'il ne se passe rien, il se passe forcément quelque chose. D'autres questions? D'autres questions? Alors, ceux qui sont en visio, il faut parler pour qu'on puisse vous voir et qu'on ouvrir le micro alors. puisse ouvrir le micro et parler. Oui, Kevin? Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, merci. Je trouve cette thématique très intéressante. On n'a pas beaucoup parlé de l'enclave. Je crois que c'était dans le titre. Et petite anecdote, j'ai appris que j'avais des origines juives, alors que moi j'ai toujours pensé que j'étais belgo-thaïlandais. Donc,
D'ailleurs, je ne sais pas, enfin, je sais que j'ai fait un test ADN, donc on m'a donné un pourcentage. Je trouve qu'un chiffre, c'est très violent et je ne sais pas ce que ça représente. À quel pourcentage quel pourcentage il faut pour pour se reconnaître un peu juif quelque part. C'est pas une question de pourcentage. On est d'accord. Voilà. Sinon, on tombe Euh, dans la logique des génocidaires. voilà. Oui, sinon on tombe dans la logique des génocidaires. Donc, je suis au début d'un parcours un peu exploratoire par rapport à ça. Euh, voilà, moi je voulais deux choses. Avoir le nom du bouquin de Jean Amri, mais je pense que c'était. Par-delà le crime et le châtiment. Hein. Merci. Et en Par-delà le dessous, crime et le essai châtiment. pour surmonter l'insurmontable chez Actes Sud. Ok, Par-delà le crime et le châtiment, vous tapez, vous le trouvez. merci. Voilà. Et une deuxième chose, bon, moi dans mon terrain, j'ai moins accès plutôt, j'ai moins l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu un génocide. Et pourtant, cette question de euh, manquer de mots pour parler de l'héritage traumatique et disposer d'une autre culture pour mettre des mots dessus. Ici, vous évoquiez un peu la culture d'accueil et pour parler du trauma dans la culture d'origine. Moi, j'observe aussi pas mal de personnes qui utilisent une culture tierce. Bon, moi, je travaille avec des personnes en toxicomanie, en sans-abrisme, et parmi certains des jeunes, ben, ils sont passionnés de manga, de choses japonaises, de choses américaines. Et, est-ce qu'on peut parler d'un détour pour symboliser ici aussi? Moi, je vous remercie parce que ce qu'on souligne souvent, parce que sinon, la spécificité, le nombre de gens qui reçoivent des héritiers ou des gens qui ont vécu un génocide, Dieu merci, ce n'est pas le gros de la patientèle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut continuer à penser et comment ces écrits et ce qu'on apprend peut nous servir, peut nous permettre de comprendre d'autres situations. Vous parliez, par exemple, toutes ces histoires de transfuges de classe, c'est très, très à la mode. Bon, Annie Ernaux a eu le prix Nobel, mais vous vous souvenez du retour à Reims et puis si vous connaissez, de Didier Ribon, c'est-à-dire ces gens, par exemple, qui aussi vivaient dans des environnements où il n'y avait pas la langue, où les parents n'étaient pas du tout là-dedans, c'était leur culture, ils étaient dans le même pays, il n'y a pas d'exil, mais il y a un exil. Et ils parlent, tous ces écrivains, Eddie Bellegueule aussi, vous vous souvenez, je sais pas si, il parle de comment, cette histoire de transfuge de classe, mais comment, et d'ailleurs Annie Ernaux dit venger ma race. Bon, je ne partage pas toutes les opinions d'Annie Ernaux, mais elle assimile ça à la race. C'est pas un hasard. C'est-à-dire comment ces gens qui ont grandi dans des environnements où il n'y avait pas la parole ont fait des grands détours, quelquefois des détours aussi d'identité sexuée pour Héribon et Bellegueule. Annie Ernaux, c'est par la culture, la littérature, et comment ils peuvent accommoder, comment ils peuvent transmettre, traduire. Et Bellegueule a un livre sur son père, ce qu'ont vécu les parents et ce qu'ont vécu chez les parents dans la langue qui est apparemment la même langue, puisque c'est le français, mais qui ne véhicule pas du tout leur expérience de base. Et je pense que ces choses-là, il n'y a pas besoin, c'est pas pour diluer, mais l'extrême, Freud le disait lui-même, c'est la pathologie qui est, alors je ne dis pas que l'extrême c'est la pathologie, mais nous éclaire sur des phénomènes plus, pas restreints, mais moins spectaculaires, mais qui n'en sont pas moins, ce que vous dites, vous rencontrez dans vos patients des gens qui aussi viennent qui n'ont pas les mots et comment ils vont pouvoir traduire, exprimer, alors qu'ils sont dans leur lieu d'origine, disons, avec la même langue. Eh bien, ce que tous ces livres qui ont l'air éloignés, qui ont l'air de parler d'une expérience tellement différente, elle est à la fois tellement différente et en même temps, moi, je dois dire qu'elle m'aide souvent à comprendre des choses qui apparemment seraient plus faciles, mais pas du tout.
Enfin, c'est ça que je voulais dire. Ça sert aussi pour notre clinique moins spectaculaire. Je sais pas ce que tu Est-ce en que, penses. est-ce que vous pouvez développer ce que vous avez dit sur les mangas? Parce que Rapidement, Kevin, pour qu'on puisse. Oui. j'ai pas compris. Donc, je vais être très spécifique et très rapide. Je prends l'exemple d'une personne qui est fan de Naruto. Naruto, c'est une histoire de trauma, hein. Donc c'est assez tragique comme histoire, mais avec une histoire aussi à la fin de dénouement positif. C'est un manga? C'est un manga, Naruto? Un manga, un dessin animé, enfin adapté aussi en dessin animé. D'accord. Assez long. Cette personne n'est pas d'origine belge, elle vient du Maghreb, et pourtant je trouve ça super intéressant qu'elle s'accroche à la culture japonaise pour trouver une manière de parler de ses traumas. Voilà, j'espère que c'est assez précis. C'est le détour. C'est très précis. Janine, tu veux dire quelque chose? Je dois dire que j'écoutais ce que disait Régine tout à l'heure et ça rejoue, enfin, ça recoupe un travail que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que pour les personnes dont les parents ne pouvaient pas parler réellement, ne pouvaient pas verbaliser leur misère, mais qui sont de langue française, on peut dire que cette langue maternelle n'était pas scolarisée, n'était pas passée par le monde de la culture, par le monde de la pensée. Mais ils n'ont pas eu à rompre quelque chose. Alors que ceux qui viennent d'un monde totalement détruit à la culture détruite, pour pouvoir s'exprimer dans le monde de la civilisation, on doit rompre avec cette langue rudimentaire de la mère, avec cette langue maternelle rudimentaire de la mère. Et cette rupture crée quelque chose de différent. C'est pas exactement la même chose. Ça se ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Parce qu'il y a une rupture qui se fait. Oui, on pourrait discuter de ça parce que moi, je trouve, évidemment, c'est pas la même chose. C'est comme toujours quand on rapproche et tout n'est pas dans tout. Mais quand tu lis des gens comme Héribon, comme Bellegueule, comme Ernaud que tu as analysé, tu avais analysé la place. Mais précisément dans le texte que je suis en train d'écrire, parce que je dois intervenir à Cerisy dans un colloque qui s'appelle L'écriture du malaise. Oui. Et je suis partie précisément de Ernaud, dont j'avais analysé le travail que j'aimais beaucoup dans La place et dans Une femme. Et comme on disait lorsqu'elle elle a reçu le prix Nobel, qu'elle était donc transfuge de classe, j'ai beaucoup réfléchi parce que je suis aussi une transfuge, mais pas de classe. Et de quoi suis-je la transfuge? Et c'est à cet endroit-là que se trouve la différence. Ok. J'ai moins réfléchi que toi là-dessus. C'est une vraie question pour une autre fois. Très bien, c'est une très bonne transition, Régine. Pour la prochaine fois, donc, hein, qu'on va Oui. faire, on va essayer de trouver une date. Tu perds pas le nord, Tigrane. Mais si ça intéresse, je sais pas, moi j'aimerais entendre encore d'autres gens. Ça vous a. Merci beaucoup, Kevin. Enfin, merci beaucoup. Disons qu'il pourrait y avoir une autre fois, à condition que les questions qui n'ont pas eu le temps d'apparaître maintenant apparaissent. On ne ferait que répondre aux questions. Ben oui, pourquoi pas. Et puis, moi, j'en ai pas mal aussi. Bon. Ce qu'il y a, c'est que, bon, il est 41, là, tu peux pas rester trop longtemps, Régine. Non, écoute, on a le cadre, c'est le cadre. Hein. Ah ouais, On le va cadre, hein. s'arrêter là. On C'est va pour s'arrêter. l'élasticité du cadre, hein. Bon, Ah bah, il est élastique, c'était fini à la demi. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, écoutez, merci beaucoup, hein, merci pour ce moment, très, très riche, vraiment très Donc riche. ça a été enregistré. Oui, Oui, Janine. oui, je vais te l'envoyer, ben, je vais vous l'envoyer.
Merci à vous et merci à toi. Il faut l'envoyer à tous les présents, comme ça ils prépareront leurs questions. Voilà. Merci à vous de nous avoir été présents. Moi, j'espère qu'il y a des choses qui vous feront, je sais pas, sur lesquelles vous pouvez associer, qui vous serviront, et Moi, je peux vous dire que j'ai compris quelque chose sur moi aujourd'hui. Tu nous parleras de ça, alors tu nous parleras Pas de ça. mal. en privé. Ouais. Bon, Merci. merci beaucoup. C'était très agréable pour moi et Janine de dialoguer, de vous entendre, ceux qui sont intervenus. Je crois qu'il faut que les présents réalisent à quel point c'était riche. Et à quel point il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit et que ça demandera beaucoup de relecture pour voir à quel point c'était dense et très, très intéressant. Ben, c'est toi qui feras le travail, on pourra peut-être en tirer On en des fera un choses. bouquin, je viens d'y penser. Non, je ne sais pas un bouquin, mais la suite, quelque chose avec des interrogations plus ponctuelles. Un épisode 2, la série, dans la série Janine et Régine et Tigrane, Voilà. deuxième épisode. Amour, gloire et beauté. Hein. Amour, gloire et génocide. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà, donc merci à tous les présents. Et bon, là, vous ne me voyez pas, mais je suis devant l'écran. Merci d'être venus, à tous les anciens de la formation aussi, à Françoise, qui n'a pas fait la formation, mais qui a été collègue avec moi à l'unité en pédopsychiatrie à Saint-Denis et à la consultation post-traumatique et à l'unité de recherche de formation sur le traumatisme et au groupe de séminaire sur le traumatisme, qui a fondé Tramsi avec moi et d'autres, enfin, bref, qui est là depuis très longtemps. On est ensemble depuis longtemps finalement, hein, Françoise. Oui, depuis très longtemps. Ouais. Bon, ça doit faire une vingtaine d'années. Ouais. Je pense. Tu me supportes toujours, c'est quand même assez surprenant. Oui. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci à Sylvie, Florence, ceux qui est encore là. Et donc, voilà, donc, comme vous avez vu, il y a forcément l'idée d'une suite. Hein, et on va penser à une suite avec Régine et Janine. Peut-être pas dans le courant de l'année universitaire là, c'est-à-dire peut-être pas avant juin, mais dans les mois qui viennent en tout cas. Et donc, tous ceux qui sont là, présents, pourront assister à cette suite aussi, hein, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée et bon week-end. Merci à vous, merci à toi, Tigrane. Au revoir. Voilà.